Je suis vraiment très content d'échanger avec vous sur un sujet qui me passionne, ma passion. Sans mentir, je suis là vraiment au plaisir de partager sur des sujets qui m'intéressent, sur lesquels je travaille depuis un long moment. Donc ce matin, vous allez un peu essuyer les plâtres. J'ai écrit un livre, mais de pédagogie pour des scolaires. Et là, j'ai envie de parler de management. Et comme je disais à Stéphane, c'est un projet de livre, et c'est sans doute le prochain, qui sera sur le management des personnes extraordinaires en nous. J'aime bien cette expression extraordinaire, parce qu'elle dit toute la complexité de la réflexion sur la différence. Alors ce matin, vous avez le droit de me couper la parole, vous avez le droit de m'interrompre, vous avez le droit de me dire, comme ça, là, je vais peut-être utiliser des mots compte triple, comme on dit au Scrabble, involontairement. Je vais essayer de ne pas jargonner, de ne pas utiliser de mots que j'aurais pas défini ou expliqué par avance, mais ça peut arriver. Et je vais surtout essayer d'aborder des sujets qui sont parfois complexes, qui sont parfois encore l'objet de recherches universitaires, qui ne sont pas encore toujours tranchés, mais qui sont en réflexion. Donc, mettre en œuvre un management inclusif. Alors, évidemment, j'ai beaucoup réfléchi sur le titre de cette conférence. L'inclusion, c'est un sujet très vaste. Je vais essayer, moi, de le circonscrire à un domaine particulier. Je ne vais pas parler d'égalité femmes-hommes, je ne vais pas parler de diversité ethnique ou de minorité visible. Je vais plutôt parler des gens qui fonctionnent un petit peu différemment. Alors, je ne vais pas non plus rentrer dans les pathologies psy, ni trop dans le handicap physique, mais je vais m'en approcher, vous allez voir. Alors, qui je suis d'abord, pour commencer? Alors moi, j'ai une identité professionnelle un peu multiple. À l'origine, je suis un enseignant de lettres, un professeur de français. Je suis un enseignant spécialisé, donc j'ai été formé à la prise en charge des troubles cognitifs. Donc, ce sont les enseignants qui prennent en charge des élèves porteurs de handicap. Alors moi, ma formation, c'était spécifiquement sur les troubles cognitifs, donc plutôt les difficultés d'apprentissage liées à de la déficience intellectuelle, des choses comme ça. J'ai été collaborateur politique pendant près de 5 ans, 5 ans pile poil. De qui? Parce que c'est important aussi que tu dises de qui. Alors j'ai été collaborateur de Richard Ferrand jusqu'à sa défaite aux élections législatives. Je connais bien Plougastel qui était dans cette circonscription que Richard avait l'habitude de nommer la plus belle du Finistère, de France même d'ailleurs. J'ai aussi travaillé pour un parti politique. Mon sujet n'est pas du tout partisan ni politique aujourd'hui, mais vous allez voir que ça a nourri aussi ma réflexion. Et je suis auteur d'un livre qui est apparu il y a un peu plus d'un an, aux éditions Tom Pouce, donc c'est une maison d'édition qui publie des livres de pédagogie beaucoup, mais à mi-chemin entre la médecine et la pédagogie, et avec une orientation méthodologique ou scientifique, plutôt basée sur les sciences cognitives. Il y a des psychanalystes, des psychologues. Là, on est plutôt sur les sciences cognitives, donc plutôt les gens qui s'inscrivent dans le mouvement un peu cognitiviste comportementaliste. Alors pourquoi, selon vous, ces enjeux d'inclusion sont si importants aujourd'hui à votre avis? Là, je vais vous faire participer. Monsieur, là, par exemple. Pourquoi c'est si important, l'inclusion? Pour accepter tout le monde. Pour accepter tout le monde. Des différences. Là. Oui, tout à fait. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Pourquoi c'est si important l'inclusion? Parce que c'est une richesse. Parce que c'est une richesse, c'est vrai. J'irais même plus en amont, je dirais, parce que c'est une réalité qu'on arrive à mesurer, à reconnaître et à identifier. Ce qui n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait voir des phénomènes qu'on ne voyait pas auparavant. Et puis aussi, c'est question d'égalité, d'équité, de justice sociale, de pouvoir accueillir tout le monde, y compris les gens qui sont le plus éloignés. Alors, il y a aussi une réalité extérieure, un marché de l'emploi en tension.
Alors, on est un peu au-dessus là aujourd'hui, mais au deuxième trimestre de 2022, on était à 6,3% de chômage dans le Finistère. On a commencé à en parler tout à l'heure devant le café. Le plein emploi, c'est 4%. 4%, on estime que c'est le seuil en dessous duquel il est très difficile d'aller. Alors, je lisais un article ce matin avant de venir qui parlait du taux de chômage aux États-Unis qui est jugé trop bas. Il est à 3,6. Pourquoi il est jugé trop bas? Parce qu'en fait, il produit une poussée inflationniste sur les salaires. En fait, en réalité, 4% de chômage, on estime que c'est le seuil qu'on atteint lorsqu'on on arrive aux gens qui sont entre deux emplois, qui sont en recherche d'un emploi meilleur ailleurs. Donc on peut quasiment pas aller en dessous de... Enfin, ça dépend des économistes, mais entre 3 et 5%. C'est ce qu'on appelle le chômage frictionnel. C'est je quitte un emploi pour en prendre un autre. Ça veut dire qu'à 6,3, on arrive à 2 ou 3% de personnes qui sont probablement les plus éloignées de l'emploi. On est souvent dans une logique de stock et de flux. Vous savez. Quand vous discutez de marché de l'emploi, de marché du travail, on va vous dire il y a tel stock d'emplois disponible, il y a tel stock de personnes en recherche d'emploi, et comment on va faire pour matcher ce stock de personnes en recherche d'emploi, d'emplois en recherche de personnes. Puis souvent, on va se poser des questions qui vont être de l'ordre de est-ce que la formation professionnelle correspond aux besoins du marché du travail? Est-ce que les freins qui existent sur le marché du travail, comme l'éloignement, la disponibilité, permettent à toutes les personnes en recherche d'emploi de se diriger vers les emplois disponibles? Il y a des choses qu'on connaît très bien. Je sais pas, par exemple, des problèmes de mobilité, on connaît ça bien dans le Finistère, c'est-à-dire que quelqu'un qui recherche du travail et qui habite à Colorec, alors que les bassins d'emploi sont plutôt, je sais pas moi, à Quimper ou à Brest et qui n'a pas de moyen de transport, c'est une personne qui est empêchée, entre guillemets, d'occuper un emploi. Il y a aussi des problèmes qu'on connaît bien, c'est-à-dire des emplois avec, je sais pas moi, des amplitudes horaires qui rendent difficile la garde de jeunes enfants. Vous avez par exemple des mamans seules qui ont des jeunes enfants, c'est difficile de les faire travailler en 3-8 si elles n'ont pas de solution de garde. Ça, c'est des choses qu'on connaît. Mais là, on est dans une logique de stock, de flux, on est dans une logique de catégorie, entre guillemets, on n'est pas dans une logique de problématique individuelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont hors de l'emploi pour d'autres raisons encore. Il y a des gens pour qui aller vers l'emploi, c'est une difficulté pour des raisons intrinsèques qui leur sont propres. Alors, moi, j'appelle ça les personnes porteuses de différences. Souvent, les personnes porteuses de différences, elles se dissimulent. Toutes les différences ne sont pas visibles. Les gens extraordinaires en deux mots et au pluriel, ceux qui sortent de l'ordinaire, ont plutôt tendance à essayer de se conformer aux attentes et à l'ordinaire. Mon point de départ, moi, c'est une expérience assez fascinante que j'ai vécue à l'intérieur d'une structure qui m'employait. Je travaille dans un parti politique. Ce parti politique se rend compte qu'en tant qu'employeur, il ne satisfait pas à son obligation d'emploi de travailleurs handicapés. 6%, vous savez, pour toute entreprise de plus de 20 salariés. Alors, que fait cet employeur? Il se dit, je vais embaucher des travailleurs handicapés. Il se dit, mais c'est bizarre que j'en ai pas. Comment je peux faire pour les faire venir? Et pour mettre en place une politique inclusive, eh bien, il fait un audit. Il fait faire un audit par une société spécialisée. D'après vous, quels sont les résultats de l'audit? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de travailleurs handicapés au siège d'un parti politique national important? Peut-être tout simplement parce qu'elles ne se sont pas fait reconnaître comme personnes handicapées. Ben oui, en fait, elles étaient déjà là. La conclusion de l'audit, on dépasse les 6% de travailleurs handicapés. Alors, tout ça pousse à réfléchir parce que pour y avoir travaillé, c'est un endroit où on a des gens qui sont diplômés d'écoles ou d'universités prestigieuses, on a plutôt des gens qui fonctionnent très bien
semble-t-il, sur un plan intellectuel. On a plutôt des personnes qui semblent performantes, et pourtant il y a plus de 6% de ces travailleurs-là qui pourraient bénéficier d'une RQTH, reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés, et qui ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas, à votre avis? Leur ego. Leur ego. Leur ego, sans doute, c'est vrai. Le regard aussi sur la société avec ce mot Ah oui, le regard. travailleur handicapé. Si je dis que je suis un travailleur handicapé, est-ce que finalement je vais être considéré comme quelqu'un d'intelligent, de performant, dans un domaine très compétitif, où il faut aller vite, il faut être malin? Est-ce que c'est pas finalement, au-delà de l'ego, c'est vrai, est-ce que c'est pas finalement un peu pénalisant? Si on dit, bah, moi j'ai un trouble cognitif, en plus si c'est dans la tête, imagine. Est-ce que le jour où vous allez avoir envie de postuler, je sais pas moi, à des fonctions encore plus éminentes, ça risque pas de vous pénaliser par rapport au voisin, qui sera normal avec toutes les guillemets qui s'imposent? Alors, vraie question. Les travailleurs handicapés sont-ils seulement à l'extérieur de l'entreprise? Bonjour. Et sur la base de cette expérience, moi j'ai envie de répondre non. C'est-à-dire que dans toutes les structures, il y a des gens, soit en situation de différence, soit en situation de handicap, mais qui ne se déclarent pas, qui ne se rendent pas visibles leur différence. Alors, quand on parle de handicap, vous savez, c'est assez rigolo. Faites l'expérience, tapez sur Google handicap, inclusion, tous les mots qui tournent autour de cette thématique-là, et regardez les photos qui sortent. Il y en a 8 sur 10 où il y a quelqu'un qui soit sur la photo, soit sur le pictogramme, soit sur le dessin. En réalité, 80% des handicaps sont invisibles. Ça veut dire que non seulement les gens se cachent, on ne les voit pas, Ceux qui sont visibles se rendent invisibles. et ceux qui sont visibles se rendent invisibles. C'est vrai. Ils sont en fauteuil justement parce qu'ils ont peur du regard des autres sur eux-mêmes, sur leur handicap, donc ils se rendent invisibles, ils ne le voient pas. Et finalement, quand on met en œuvre des politiques inclusives, parfois on va tendre la main à ceux qui sont visibles parce que c'est plus facile, mais on va passer à côté de ceux qui se cachent, entre guillemets. Alors, bon, 13 millions de Français souffrent de troubles mentaux, c'est assez vague comme catégorie, mais 13 millions, ça fait quand même beaucoup. On va un peu rentrer dans les détails, mais on voit bien que ça concerne beaucoup plus de gens qu'on l'imagine. Alors, et c'est là, moi aussi, mon point de vue sur cette question, ce sont des domaines qui sont très discutés, et moi j'ai envie de sortir de cette dichotomie normal-handicap. Donc, on a un vrai problème de traitement de la différence. Et la pathologie, parfois, c'est un moyen de traiter la différence, entre guillemets. Soit au plan individuel, c'est-à-dire qu'on fait reconnaître une pathologie pour obtenir des aménagements, soit aussi au plan social, c'est-à-dire que soit vous faites tous la même chose, soit vous ne pouvez pas parce que vous avez une pathologie. Vous voyez ce que je veux dire? On continue d'avancer, mais bon, ça c'est le cadre légal. L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Donc l'obligation légale, c'est 6% d'employés handicapés dans une société de plus de 20 employés. Il y a beaucoup de sociétés qui payent chaque année une contribution parce qu'elles n'atteignent pas ces 6% de travailleurs handicapés. Et l'expérience de la société dans laquelle j'étais, c'était un parti politique, mais c'est comme une société, prouve bien qu'en réalité, il y a beaucoup d'entreprises qui payent cette contribution alors qu'elles ont déjà les personnes qui sont là. Alors que les 6% de travailleurs handicapés, ils sont déjà présents. C'est juste qu'ils n'ont pas fait reconnaître leur handicap. RQTH, donc reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés, c'est quelque chose qui est... c'est une démarche administrative qui peut être longue et lourde. Excusez-moi, j'ai une question. Pourquoi 6%? Pourquoi pas 5%? Pourquoi pas 10%? Pourquoi pas 15%? Alors ça, c'est le législateur qui a posé cette obligation de 6%. C'est très difficile à dire, je n'ai pas l'historique. Je ne sais pas le dire. Mais c'est une bonne question, j'irai chercher, effectivement. Je pense que c'est sans doute l'objet d'une négociation. Alors,
l'autre côté, on a un taux d'emploi très faible pour les travailleurs en situation de handicap. Très très faible. Alors, dans des catégories particulières, on a même des taux de chômage qui sont très importants. 90% des personnes qui sont porteuses de troubles du spectre autistique, qui sont reconnues comme une RQTH, sont en recherche d'emploi. 90%. Et voilà, souvent on a des représentations erronées, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le handicap, on va toujours se dire qu'est-ce que c'est une société inclusive, une entreprise inclusive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir... c'est des locaux accessibles, quoi. Si on est dans une entreprise inclusive, les locaux sont accessibles. Mais ça va un petit peu au-delà de ça, parce que en réalité, l'inclusion, c'est pas seulement s'adresser au handicap physique, c'est aussi permettre aux gens qui ont des différences cognitives de pouvoir s'inclure, s'insérer dans la société. Alors, représentation erronée, pourquoi 80%, je vous le disais, de handicap invisible. Alors, il y a une ressource inexploitée, ce sont les gens qui sont porteurs de différences invisibles, qui sont éloignés de l'emploi parce qu'ils sont dans une situation de masquer une difficulté et d'avoir une difficulté. Vous voyez, c'est une double contrainte. Les différences invisibles, elles sont parfois pathologiques, mais parfois on est dans une zone grise qui relève de l'écart à la norme plus que de la pathologie. Il y a un concept qui est apparu aux États-Unis dans le cadre des recherches sur les troubles du spectre autistique il y a une quinzaine d'années, qui est celui de la neurodiversité. C'est extrêmement rafraîchissant. Pourquoi? Parce que ça renverse la donne. La neurodiversité, c'est considérer que quelqu'un, par exemple, qui est porteur d'un trouble autistique, au lieu de le considérer comme quelqu'un qui a un problème et qui a un manque, qui a un déficit, qui a un défaut par rapport à la population ordinaire, on peut aussi considérer cette personne comme quelqu'un qui est différente et qui parle une autre langue, entre guillemets, qui vient d'un autre endroit, qui a une différence qui n'est pas, je dirais, un défaut par rapport à la norme, mais un écart et une différence culturelle. Et si on traite la neurodiversité comme une différence culturelle, en réalité, on sort de la stigmatisation, on arrête de considérer que des gens qui ont un handicap ou un trouble reconnu sont incompétents. Pourquoi est-ce que dans un parti politique, quelqu'un qui a un handicap est obligé de se cacher? Parce qu'il estime que s'il l'avoue, on va penser qu'il n'est pas capable. Alors qu'il y a des gens qui sont à la fois compétents et vulnérables. Le trouble du spectre autistique en particulier, il y a des gens qui... 30% des gens porteurs d'autisme ont une déficience intellectuelle, mais les autres n'en ont pas. Et il y a même un tiers des gens qui ont un trouble du spectre autistique qui sont très efficients sur le plan intellectuel. C'est-à-dire que c'est des gens, quand on leur fait passer des tests de QI, qui sont en haut de la courbe. Mais qui ont des difficultés pour interagir avec les personnes ordinaires dans la vie de tous les jours, sur le plan de la communication, sur le plan du langage et sur le plan de la compréhension. Ces personnes, en réalité, elles sont parfois en dehors de l'emploi, tout simplement parce que le fait de pousser la porte d'une entreprise, de participer à un entretien d'embauche, de s'intégrer dans une nouvelle équipe, d'être accueilli dans une assemblée comme celle-ci et qu'on dise « voici notre nouvelle collaboratrice », eh bien, c'est un obstacle quasiment infranchissable. Alors que si vous les mettez sur leur poste de travail, dans le cœur même de la production, entre guillemets, elles vont non seulement être parfois aussi performantes que les personnes ordinaires, mais des fois même davantage. À condition qu'on ait réussi à lever les obstacles qui permettent à cette personne de s'asseoir devant son poste de travail. Et parfois, en réalité, ces obstacles-là sont pour la personne insurmontable. Alors, donc c'est ce que je disais, il faut penser l'écart à la norme. Il faut penser ça comme une condition minoritaire, c'est-à-dire que quand on est minoritaire, quelle que soit la raison de cette minorité, on a des difficultés à la fois à se faire reconnaître par le groupe, à s'intégrer dans le groupe et à interagir avec lui. Je fais une petite... Ah non, mon téléphone est là, je regarde. Je suis le champion de la digression, donc il faut que je regarde si
si j'ai encore, si j'ai pas pris trop de temps sur cette première Est-ce que partie. tu veux que je mette un compteur là pour. Non, mais j'ai un minuteur, mais j'ai fait l'erreur terrible de ne pas le lancer. Ah, je vais Je- te voilà. mettre l'horloge. Regarde, Et je voulais pas j'ai te. ça, j'ai un time timer, tu vois. Je voulais pas te stresser, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Ah, c'est gentil. Alors, je vais encore, je vais continuer de retourner le paradigme ou la norme, entre guillemets, en revenant à la question justement de norme. Alors, pour moi, on vit dans une société où la norme est tyrannique. C'est-à-dire que, en réalité, nous sommes dans une société de normes parce que nous considérons que une personne normale, ça existe profondément. Ça existe en soi. Ça existe ontologiquement. Et nous le faisons pas par hasard, hein, nous le faisons parce que nous sommes dans un cadre où il y a de la statistique publique, il y a des évaluations, il y a des attendus de performance, mais dès l'école maternelle. Hein. J'ai une fille, moi, en moyenne section, il y a des évaluations de choses que les enfants doivent savoir faire. Le nombre de... Ils doivent savoir compter jusqu'à 10. Bon, et s'ils comptent jusqu'à 5 et s'ils comptent jusqu'à 50, bon, qu'est-ce qui se passe? On sort de la norme. Et en réalité, cette question de la norme humaine, c'est une confusion entre la moyenne et quelque chose... Il y a un caractère normatif. Alors, je vais repartir d'une anecdote. Je donnais une formation dans un établissement scolaire il y a quelques mois. Il y a un prof qui me dit, mais ça, un élève normal de seconde, il est capable de le faire. Je lui dis, ah, je vous arrête tout de suite. Définissez-moi un élève normal de seconde. Alors, le prof, il me regarde, il était un peu agacé, mais qu'est-ce que c'est que celui-là qui me fait définir des évidences? Mais en réalité, il n'était pas capable de définir ce qu'est un élève normal de seconde. On sait ce qu'est un élève moyen de seconde, un élève ordinaire de seconde. Mais il n'y a pas de certification AFNOR pour un élève de seconde. On peut faire de la moyenne statistique, mais il y a toute une partie des gens qui va différer de cette moyenne. Le concept d'individu normal, c'est utile pour l'évaluation, c'est utile pour la statistique publique, c'est utile pour l'organisation du travail, c'est utile pour la scolarisation, pour les objectifs pédagogiques, c'est utile pour tout ce qui va rentrer dans de la quantification, et c'est normal, on en a besoin. Mais aucune femme parmi celles qui se trouvent ici aujourd'hui n'a 1,88 enfants. Personne n'a à la fois 1,88 enfants, le salaire médian, le nombre de mètres carrés moyens que dont les Français disposent dans leur habitation. Aucun d'entre nous ne réalise cet individu normal que moi je qualifierais de moyen ordinaire. Nous sommes tous, plus ou moins à différents titres, dans des écarts à cette norme, et donc dans des écarts à cette moyenne. Sur l'organisation du travail, moi je pense que c'est un reliquat du taylorisme, c'est-à-dire de la quantification du travail, de sa rationalisation, de son chronométrage et de son minutage. L'individu moyen, l'individu ordinaire dans le travail, ça permet la standardisation. Souvent, c'était aussi lié avec un type de travail sans autonomie, le taylorisme. Ça permet aussi une accélération, c'est vrai, hein, quand on a standardisé les tâches au quotidien dans l'entreprise. On peut accélérer, on peut chronométrer, on peut trouver une cadence normale, je dirais, pour un individu normal. Ça réduit la variabilité humaine et l'irrégularité. Mais vous le savez très bien, ça va toujours aller trop vite pour certains et pas assez pour d'autres. Et puis surtout, ce modèle-là, j'ai volontairement mis des voitures en noir et blanc, c'est pas la réalité de nos organisations professionnelles aujourd'hui. On a beaucoup d'organisations professionnelles aujourd'hui où on n'est pas dans de la production industrielle quantifiée, avec un temps délimité pour effectuer chacune des tâches. On est quand même aujourd'hui dans un monde où les interactions sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus riches que ça. Alors, je ne vais pas parler de politique, mais il y a quand même un type qui s'est présenté un jour comme le président normal. Moi, je traduis ça en président moyen ordinaire. C'est moins sexy, hein.
Bon, l'individu normal, c'est une fiction dont on a besoin, mais ça reste une fiction. C'est-à-dire que, au plan des compétences, des apprentissages, des savoirs, des capacités professionnelles, vous le voyez tous au quotidien, on ne fonctionne pas tous de manière absolument homogène. Il y a des tâches dans lesquelles on est à l'aise, performant, d'autres dans lesquelles on sera moins. Et ces variables à la norme, elles sont légion. Donc c'est une fiction utile, c'est un objet statistique, administratif, scolaire, professionnel, mais ça crée aussi un problème. C'est que tout écart significatif tend à être traité sous l'angle de la pathologie. Alors j'ai écrit un livre il y a 1 an sur le haut potentiel intellectuel. C'est très amusant. Alors moi je trouve ça... c'est pas du tout mon point de vue. Hein. Aujourd'hui on parle de diagnostic. Il a été diagnostiqué, je sais pas, le pauvre. C'est une maladie terrible. Donc on se met finalement à considérer tout écart à la norme comme une pathologie. HPI, haut potentiel intellectuel, sont des gens qu'on repère en faisant des tests de QI notamment, mais ça ne s'arrête pas là. Hein. Ce sont des gens qui fonctionnent bien, qui vont vite et qui ont des dispositions particulières. Pourquoi est-ce que ça devrait être considéré comme une pathologie? Parce que c'est un écart à la norme? Pourquoi est-ce qu'on parle de diagnostic et pas d'identification? Pourquoi est-ce que pour faire reconnaître cette différence, ces gens-là ont été obligés de passer par le détour du psychologue, entre guillemets, ou de la médecine? Parce qu'on est dans une société très normative, où pour demander petit aménagement, on est obligé de montrer ses papiers à l'entrée. Donc on a un traitement de l'écart à la norme dans la pathologie. Alors ça c'est hilarant. Ça, c'est quelque chose qui a été fait par des personnes porteuses du trouble du spectre autistique. C'est de l'humour d'autiste, vous allez voir, c'est très drôle. Ils ont essayé de définir de manière nosographique, c'est un mot compte triple, mais ils ont inventé une pathologie qui est la pathologie de l'homme normal. Et ils ont appelé ça le syndrome neurotypique. Imaginez une société où il y aurait 80% de personnes autistes et 20% de neurotypiques. Les 80% de personnes autistes considéreraient que les 20% de personnes ordinaires souffrent de cette pathologie-là. Alors, c'est quoi le syndrome neurotypique? C'est un trouble neurobiologique caractérisé par un souci de préoccupation sociale, de délire de supériorité et d'obsession de conformité. Alors, les individus neurotypiques, ils pensent que leur expérience du monde est la seule ou la seule bonne. Les neurotypiques ont du mal à être seuls. Ils sont souvent intolérants à l'apparence de différences mineures chez les autres. Les neurotypiques ont du mal à communiquer directement. Beaucoup ont une incidence plus élevée de mensonges par rapport aux personnes autistes. Je suis désolé, c'est le genre d'humour qui me fait rire, mais voilà, c'est une blague d'autiste Asperger pour qualifier les personnes ordinaires. Et si vous regardez, finalement, c'est très facile de créer une pathologie par rapport à un écart à la norme. Et puis finalement, ça nous dit aussi que notre regard sur les personnes autistes fait partie de leur pathologie ou de leur problème. C'est-à-dire qu'une personne autiste sans déficience intellectuelle, quand elle est toute seule dans sa chambre, elle n'a pas de maladie. Quand elle est avec d'autres personnes qui partagent son trouble du spectre autistique, elle n'a pas de pathologie. C'est quand elle arrive dans une société ordinaire que ça se met à dysfonctionner parce qu'elle ne fonctionne pas de la même façon que les autres. Et que finalement, alors là je parle des gens évidemment qui sont autistes mais sans déficience intellectuelle. C'est quand elles sont en interaction sociale qu'il y a des dysfonctionnements qui apparaissent. Mais finalement, si au lieu de traiter ça comme une pathologie, comme une maladie, comme un défaut, comme quelque chose qu'il faut soigner, comme quelque chose qu'il faut guérir, mais qu'on imaginait, je ne sais pas moi, que ces gens-là viennent d'un autre pays, qu'ils ont une autre culture, qu'il faut s'adresser à eux d'une façon particulière, peut-être que leur inclusion dans l'emploi serait facilitée et qu'on pourrait beaucoup plus facilement interagir avec eux. Alors, c'est terrible, il n'existe pas de remède connu pour le syndrome neurotypique. Il n'existe pas non plus de remède connu pour les troubles du spectre autistique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a pensé que c'était
un problème d'interaction avec la mère, vous savez, le milieu familial. Ça, c'était la thèse de la psychanalyse. Je parle de l'autisme. On a aussi tenté de guérir les autistes pendant très longtemps. Puis finalement, on s'est rendu compte que c'était une condition neurobiologique. C'est-à-dire que les gens naissaient, vivaient, mouraient dans cette condition neurobiologique. Et qu'en réalité, ce qu'il fallait, c'était à la fois les adapter à leur environnement, et tant que faire se peut, adapter leur environnement à leurs différences. Alors, cette approche culturelle de la différence, elle peut s'étendre à beaucoup d'autres particularités cognitives, neurologiques, à toute autre différence. Alors, je vais les citer, puis j'essaierai de les développer un peu plus longuement ensuite. Le trouble du spectre autistique, ça représente quand même plus d'1% de la population. Et en réalité, on parle de spectre parce qu'il y a des intensités variables. Il y a des gens qui sont très efficients intellectuellement. Elon Musk, il a un trouble du spectre autistique. Il y a des gens qui sont déficients intellectuellement aussi, qui ont un trouble du spectre autistique. Et il y a une infinité de grilles entre ces deux extrêmes. Et il y a aussi un phénomène qui est particulièrement marqué, du fait que le trouble du spectre autistique était considéré comme une maladie, qu'on n'arrivait pas à soigner, qu'elle venait d'un défaut éducatif et que c'était souvent la faute des parents, qu'il y avait une forte tendance à l'institutionnalisation dans notre pays, en réalité, les gens qu'on reconnaissait comme autistes, c'était toujours ceux qui étaient autistes avec aussi de la déficience. Et les gens qui étaient autistes avec de l'efficience, en général, ne recevaient pas de diagnostic. Et aujourd'hui, en fait, on a une explosion des diagnostics. Donc moi, je parle de 1%, mais il y a beaucoup moins de gens en France qui sont diagnostiqués. Mais on peut estimer qu'on va très vite arriver à 2% de la population avec un diagnostic de trouble du spectre autistique. Ce qui est à peu près ce qu'on trouve dans les pays où on est un peu plus avancé que nous là-dessus. Notamment le Canada qui est pointe sur ces questions. On a des gens qui ont un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Je développerai un peu plus tout à l'heure. Vous savez, on connaît les enfants hyperactifs, là, ceux qui sautent dans tous les sens. En réalité, ça concerne beaucoup plus de gens que ça. Et ça ne s'arrête pas à l'enfance. Ça concerne aussi des adultes. Ces gens-là, ils ont des problèmes aussi dans le monde de l'entreprise. Parce qu'ils ont un fonctionnement particulier. Le trouble du déficit de l'attention, c'est un triptyque. C'est inattention, impulsivité, hyperactivité. Certains n'ont que le volet inattentif. Ils n'arrivent pas à se concentrer. Certains ont le volet surtout impulsif. D'autres ont les trois. D'autres sont surtout hyperactifs. Ces gens-là, dans le monde de l'entreprise, ils vont avoir de grandes difficultés à se focaliser. Si vous les mettez face à des tâches répétitives demandant peu d'implication intellectuelle, ils ne vont pas arriver à les faire. Par contre, moi j'étais frappé, j'ai fait une formation de sécurité il y a quelques temps. Le formateur il dit « Oh bah c'est bien, vous êtes drôlement attentif, ça fait 3/4 d'heure que je parle, vous êtes toujours là. » Tu vois, la semaine dernière, je fais une formation avec des commerciaux, au bout de 3/4 d'heure, il y en avait qui étaient debout, il y en avait qui parlaient, c'était n'importe quoi. Moi qui suis enseignant spécialisé, je me suis dit « Ah, il va y avoir 2 ou 3 qui ont un trouble de l'attention avec hyperactivité parmi les commerciaux. » Ah oui, ça colle bien. Commercial, des défis courts, rapides, de la pression, on y va, on fonce. Par contre, rester assis sur une chaise pendant 4 heures et écouter quelqu'un qui parle, c'est difficile. Quand on étudie, par exemple, des populations comme les pompiers, on a plein d'hyperactifs. Pourquoi? Parce que quand l'adrénaline est là, il n'y a plus de symptômes. Dès qu'on est dans des populations à risque, on a plein de gens avec des troubles de l'attention avec hyperactivité. Alors, hyperactif, ça veut dire que quelqu'un bouge tout le temps, au bout d'un moment, il décroche, c'est ça? Non, c'est-à-dire, c'est une triade. C'est impulsivité, inattention, hyperactivité. Alors, l'inattention, en fait, ces gens-là, ils ont un problème de problème exécutif. C'est-à-dire qu'être attentif, c'est faire 2 choses dans son cerveau. C'est focaliser. Quand je vous écoute, j'écoute ce que vous me dites. Et c'est inhiber. Quand je vous écoute, j'inhibe tout ce qu'il y a autour. Les gens qui ont un trouble de l'attention ne sont pas capables d'inhiber. C'est-à-dire que quand ils vont au restaurant, ils entendent le voisin qui est en face, ils entendent ce que se dit sur la table d'à côté, ils entendent ce qui se dit sur l'écran de télé qui est derrière, ils entendent ce qui se dit là à côté, et en fait ils sont tout le temps éparpillés parce que leur cerveau n'est pas capable de filtrer, de faire ce travail d'inhibition.
Ils savent focaliser, mais ils ne savent pas imiter. Donc imaginez, dans un open space, quelqu'un qui a un trouble de l'attention. Le voisin qui fait tomber son stylo, l'autre qui prend un appel, celui qui se lève et qui va boire de l'eau. À chaque fois, c'est une micro-distraction qui fait qu'ils dézooment sur leur tâche en cours. Donc typiquement, quelqu'un qui a un trouble du déficit de l'attention, qui ne le dit pas, qui n'a pas de RQTH, qui rentre dans une entreprise où il n'y a que la possibilité d'être dans un open space, il est en situation de handicap. J'aime bien cette expression, situation de handicap. C'est-à-dire qu'en fait, s'il était dans son bureau enfermé, qu'il n'y avait pas de distracteur, qu'il n'y avait pas de bruit, il ne serait peut-être pas handicapé. Mais dans l'open space, avec du bruit partout autour, il est en situation de handicap. Trouble 10, ça c'est quelque chose qu'on connaît de mieux en mieux, dysorthographie, dyspraxie, dyslexie, dyscalculie. Alors, c'est pareil, c'est une condition neurobiologique. C'est-à-dire que ces gens naissent comme ça, vivent comme ça, meurent comme ça. Ils ne l'ont pas attrapé parce qu'ils avaient un conflit avec la mère, le père, le cousin. Et, alors, vous savez, la différence entre un trouble et une maladie, c'est qu'un trouble, c'est un dysfonctionnement dont on ne connaît pas les causes. Ça, ce sont tous des troubles. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une prise de sang pour dire, regardez, il l'a attrapé, il a tel virus, on sait qu'il a cette maladie-là. On connaît le dysfonctionnement, on sait le voir en imagerie cérébrale, mais on ne connaît pas exactement les facteurs. En général, les facteurs, ils sont génétiques en grande partie, mais ils peuvent être aussi environnementaux. Les polluants peuvent avoir une influence importante. Les polluants domestiques, les polluants extérieurs, les polluants auxquels sont confrontées les mères lorsqu'elles sont enceintes, ont aussi une influence importante sur tous ces troubles neurodéveloppementaux. Alors, dyslexie, vous connaissez peut-être, c'est une difficulté à identifier et à recomposer les lettres. C'est une difficulté neurologique, donc qui perturbe la lecture, qui est très coûteuse en fait sur le plan attentionnel. Alors tous les gens qui ont des troubles 10 aussi, ils ont un problème d'attention. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas automatiser certaines actions. Alors si je prends dyspraxie, par exemple, c'est quelqu'un qui a un problème des praxies. C'est quoi les praxies ? C'est les gestes et c'est le pilotage des gestes par le cerveau. Quelqu'un qui est dyspraxique, qui conduit, par exemple, ne conduit jamais en mode automatique. C'est-à-dire que chaque fois qu'il change de vitesse, son cerveau fait une action volontaire. Pédale d'embrayage, première, seconde. Pédale d'embrayage, seconde, troisième. Ce que un individu ordinaire fait de manière automatique. Ça, c'est extrêmement coûteux sur le plan cognitif. C'est-à-dire que quand vous faites ça, quelqu'un qui est dyspraxique, je vous déconseille de parler à quelqu'un qui est dyspraxique quand il conduit. Alors quelqu'un de dyspraxique qui conduit, qui a une conversation et qui écoute la radio en même temps, son cerveau, il est on appelle ça une surcharge cognitive. C'est-à-dire qu'il est en train de faire 3 ou 4 trucs très coûteux en même temps. Bon, la dyslexie, c'est un peu pareil pour l'écriture et la lecture, c'est-à-dire que l'automatisation, elle se fera réellement jamais. Dysorthographie, dyscalculie, c'est un peu les mêmes fonctionnements. Il faut aussi savoir que souvent, il y a ce qu'on appelle les comorbidités. C'est-à-dire que les gens qui ont un trouble 10, il y a une grande partie d'entre eux qui en ont plusieurs. C'est quasiment entre un tiers et 40%. C'est-à-dire que souvent, quand on est dyslexique, on est aussi dyscalculique. Quand on est dyspraxique, on est souvent dyslexique. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais c'est fréquent. Alors j'ai mis au potentiel intellectuel, on va en parler aussi tout à l'heure. C'est pas une pathologie, mais c'est un fonctionnement différent. Et moi, ça m'alerte, ça m'intéresse. Pourquoi est-ce qu'on parle du haut potentiel intellectuel comme dans le diagnostic ? Il y a des livres à succès qui disent « trop intelligent pour être heureux ». On est obligé de passer par un détour un petit peu nosographique de la maladie pour parler d'un écart à la norme finalement. Donc, trouble du spectre autistique, on en a parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui caractérise ? Puis là, je vais être un peu caricatural, je vais vite. Hein. Évidemment, ça prendrait beaucoup d'heures pour être précis et pour être très scientifique. Mais d'abord, ils ont ce qu'on appelle les hyperesthésies. J'aime bien ce mot-là, je le préfère à hypersensibilité. Hypersensibilité, on ne sait pas si c'est ce que la personne éprouve ou ce qu'elle exprime. Les hyperesthésies, c'est juste que le volume, il va être plus élevé. C'est-à-dire que vous, ça vous gratte quand vous avez une étiquette sur votre veste. Eux, ça va les gratter 10 fois plus. Vous, ça vous perturbe quand il y a du bruit d'ambiance quand vous êtes quelque part. Je ne sais pas, quand vous êtes dans le métro. Eux, pour eux, les inconvénients sonores de prendre le métro, ça va être multiplié par 10 ou par 20 par rapport à la population ordinaire. Donc ça va être une souffrance au quotidien. C'est-à-dire qu'ils vont être agressés par leur environnement.
sans cesse. Ils vont avoir une communication sociale différente, donc basée sur la rationalité, sur le langage au sens propre du terme, pas du tout sur les implicites. Vous savez, quand vous dites allez, est-ce que tu veux encore une part de gâteau, et que tout le monde dit autour de la table oh, non, 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 j'en ai déjà eu assez, merci. Bah, pour un autiste, la personne qui dit ça, elle n'a vraiment pas envie d'une deuxième part de gâteau, donc on ne va pas insister. Alors que, bon, pour la plupart d'entre nous, on sait que ce sont des conventions sociales implicites. On dit par politesse qu'on ne veut pas une deuxième part de gâteau, mais on en veut une réellement. Bah, ces personnes-là, ils vont avoir un rapport au langage basé sur l'explicite. Ils vont prendre les choses au pied de la lettre. Ils vont être très précis dans leur utilisation du langage, et très rationnels. Ils vont aussi avoir une perception des émotions qui va être filtrée par la rationalité et par le langage. Donc on va dire qu'ils sont, vous savez, dans leur bulle, ou qu'ils ont du mal à interagir, ou qu'ils ne comprennent pas. C'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, ils ont une relation à leurs propres émotions et aux émotions des autres différente. Et une perception, par rapport à la majorité, des implicites complètement différente. Donc ça va être une autre façon d'être au monde et des incompréhensions permanentes. Vous savez, une personne autiste dans sa chambre, elle souffre pas de maladie quand elle est toute seule chez elle. Elles vont avoir aussi des intérêts spécifiques. Ça va être des passions, mais qu'elles vont pousser très très loin. Donc des connaissances très très poussées sur certains domaines. Extrême rationalité dans la prise de décision. Un sens du détail et une grande précision. Alors si on revient sur le monde professionnel et sur le management, il y a plein de fonctions dans lesquelles c'est hyper utile d'avoir des gens comme ça. L'exemple prototypique, c'est le développement informatique, mais il y en a plein d'autres. Effectivement, une personne avec un trouble du spectre autistique et une bonne efficience intellectuelle, elle va être très à l'aise vis-à-vis des langages très rationnels. Donc on va avoir dans le codage informatique beaucoup de gens avec un trouble du spectre autistique. Mais attention, il y a aussi des gens qui vont avoir des capacités de faire cela, mais qui ne seront jamais en emploi parce que sortir de chez elles, prendre le bus, se rendre dans un lieu comme ici une entreprise, rencontrer des collègues de travail, participer à un entretien d'embauche, ce sont des obstacles insurmontables. Alors qu'en réalité, elles seraient capables d'être performantes en emploi. Trouble du déficit de l'attention, donc je l'ai dit tout à l'heure, triade, inattention, impulsivité, hyperactivité. Alors plus ou moins marqué, c'est-à-dire là aussi très intéressant. Donc les garçons vont plutôt être hyperactifs. Alors, tout à l'heure pour l'autistique, on a parlé des garçons. Hein. Est-ce que ça concerne les deux sexes de la même manière ou pas? Alors c'est un point très intéressant dont j'avais parlé avec du TDA. Merci pour cette question. Dans tous les troubles des apprentissages ou les troubles neurodéveloppementaux, on a une inégalité femmes-hommes, qui n'est pas une inégalité biologique, semble-t-il, mais qui est une inégalité de diagnostic. Pourquoi? Parce que quand on parle du trouble du spectre autistique, eh bien, les filles avec autisme et sans déficit intellectuel vont se conformer davantage aux attendus sociaux. Elles vont décoder les pratiques sociales. Ah là, il faut rire à cet endroit-là. Là, il faut sourire à cet endroit-là. Là, il faut dire telle chose pour être accepté dans le groupe. Et en fait, elles vont vivre en sous-marin pendant des années, sans être perçues, reconnues, vues. Alors là, j'ai mis une illustration tout à l'heure. C'est Julie Dachès qui a écrit cette bande dessinée. C'est une personne assez connue, c'est une conférencière, c'est une docteure en psychologie, et elle est elle-même porteur d'un trouble du spectre autistique. Et elle raconte très très bien cette expérience-là de se suradapter. Donc c'est une jeune femme qui a fait une école de commerce, qui a travaillé dans un grand groupe international, et qui un jour a fait un burn-out, et à l'issue de son burn-out, elle a fait une thèse en psychologie, puis elle s'est rendue compte qu'elle fonctionnait différemment, mais elle réalise parfaitement le prototype de la suradaptation des filles. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a donné le change pendant des années. Et les filles, elles vont donner davantage le change. Quand on parle du trouble de l'attention avec hyperactivité, à l'école, c'est simple, les garçons, ils vont être beaucoup plus hyperactifs, et les filles, elles vont être plus inattentives. Donc en tant qu'ancien enseignant, je vais vous dire les choses, c'est très simple. Vous avez le garçon hyperactif qui saute sur sa chaise, qui va être mis dehors, qui va être envoyé dans le bureau de ceci ou de cela,
et dont on va traiter la situation parce qu'elle perturbe la classe. Et vous avez la fille inattentive qui va se tortiller les cheveux au fond de la salle, qui ne fait pas de bruit, qui dérange personne, et qu'on n'adressera jamais à un spécialiste parce qu'elle ne dérange personne. Mais qui a la même difficulté en réalité, qui a les mêmes difficultés d'apprentissage, et qui a les mêmes problèmes de résultats scolaires. Très intéressant aussi, les profils impulsifs. Alors, il y a des études qui ont été faites aux États-Unis dans les prisons sur le taux de personnes porteuses de troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité en prison. Il y a un nombre, je ne sais plus le taux, mais c'est effarant. Et ce sont des profils impulsifs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne savent pas réguler leurs actions. Donc ils vont faire des actions impulsives. Alors, évidemment, tous les gens avec un trouble de l'attention ne sont pas délinquants, mais dans la population des délinquants, notamment en prison, il y a beaucoup de gens qui ont un TDA, mais pas la version hyperactive avec une dominante hyperactive ou une dominante inattentive, mais la version avec une dominante impulsive. Quelle fonction adapter? Je le disais, il faut qu'il y ait une motivation intrinsèque très forte, parce que c'est-à-dire que quand ils auront une passion, ils arriveront à se concentrer et à se canaliser. Il faut qu'il y ait de l'adrénaline sinon, ou de la peur. C'est-à-dire que l'adrénaline, ça va donner de la consistance à l'attention. Donc, dans tous les métiers du risque, vous allez avoir beaucoup de gens qui ont un trouble du déficit de l'attention. Moi, je connais bien le monde politique, et je connais bien le trouble de l'attention pour l'avoir étudié de près. Il y a des personnalités politiques qui, à mon avis, ont un fonctionnement qui ressemble un petit peu à ça. Qui vont vite, qui vont très vite, qui sont dans le défi permanent, qui sont dans une agitation permanente. Il y a un moteur. Alors, trouble 10, on en a parlé. Trouble 10, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que souvent, il y a de la comorbidité, c'est-à-dire qu'ils viennent ensemble, il y a plusieurs troubles en même temps. Ça ne se soigne pas, ça s'adapte par contre. C'est-à-dire que le simple fait de donner plus de temps pour rédiger, le simple fait de permettre aux gens d'avoir des supports un petit peu adaptés. Lorsqu'on est en classe, par exemple, on donne une police toujours qui est la même, c'est-à-dire Arial, avec une taille de police 12. Et puis c'est aussi un rapport à l'orthographe. Vous savez, on a une culture très punitive. Et on a aussi un problème avec les troubles cognitifs, c'est qu'on a du mal à comprendre que le cerveau fonctionne de manière modulaire. Quand quelqu'un a quelque chose qui ne marche pas, on dit « Ah, il est bête, lui ». Et pour quelqu'un qui a un trouble 10, souvent, il y a une forme de honte, notamment pour les dyslexiques qui font beaucoup de fautes d'orthographe, les dysorthographiques. Ce sont des gens qui ont les capacités intellectuelles, conceptuelles, culturelles, pour occuper des fonctions parfois où l'écrit est très important, mais qui vont avoir du mal à le faire parce qu'elles ont honte de leurs fautes, de leurs erreurs. D'ailleurs, faute. En France, on dit faute. D'ailleurs, on dit mistakes, on dit erreur. L'orthographe, en France, a une connotation morale, symbolique. On fait des fautes d'orthographe, on ne fait pas des erreurs d'orthographe. Et alors, il y a des exemples. Moi, je connais des personnes qui ont un trouble 10 et je connais une directrice d'un grand service départemental qui a un trouble 10 et qui assume très bien. Mais il y a des gens qui ne vont pas l'assumer et qui finalement vont se cantonner à des fonctions en deçà de leur capacité parce qu'elles vont avoir honte de montrer qu'elles font des erreurs d'orthographe dans leur mail au quotidien. Ou alors elles vont avoir un process très long de relecture par le mari, le cousin, le frère, avant d'envoyer n'importe quel mail professionnel. Et ça aussi, ça doit nous interroger sur notre rapport à l'erreur et notre capacité à accueillir ces gens-là en leur disant, écoute, on sait que c'est pas... on sait que voilà, tu as un trouble 10 et c'est pas grave. Tu feras des erreurs d'orthographe dans tes mails. Soit si c'est un mail client, on trouvera quelqu'un pour le relire. Si c'est un mail interne, on dira au collaborateur que tu fais des erreurs d'orthographe, mais ça n'enlève rien à la pertinence de ton propos. Alors, quelle fonction adapter? Là, j'ai envie de dire tous. Évidemment, si vous êtes dyspraxique, que vous avez un problème d'automatisation de votre coordination motrice, vous n'allez pas faire gardien de but de l'équipe de France, quoi. Mais il n'y a pas de limitation a priori.
Alors HPI au potentiel intellectuel, c'est à la mode, on en parle beaucoup. C'est des gens qui ont toujours été là, qu'on n'identifiait pas auparavant. Alors en tant qu'enseignant spécialisé, moi, c'est une population que je connais bien et qu'on retrouve beaucoup chez les décrocheurs scolaires. Très, très intéressant. Beaucoup de décrocheurs scolaires, dans la population des décrocheurs scolaires, beaucoup de haut potentiel intellectuel. Pourquoi? Ben, c'est simple. Eux, on leur donne le moyen ordinaire. C'est la cantine avec une cuillerée dans l'assiette, alors qu'on voudrait avoir 10 cuillerées dans l'assiette. Alors on mange un petit peu, puis au bout d'un moment on regarde par la fenêtre et puis on regarde les petits oiseaux, quoi. Puis au bout d'un moment on n'est plus motivé, on se dit que l'école sert à rien. Et puis au bout d'un moment on se dit, oh, ça sert à quoi? Et puis au bout d'un moment, ce qui se passe avec ces jeunes-là, c'est qu'ils ne sont jamais mis en difficulté, ils ne sont jamais mis dans l'effort. Donc quand ils apprennent, moi je parle de paresse apprise. Quand ils sont confrontés à une paresse apprise pendant 10 ans à l'école, ben, le jour où en fait leur capacité de comprendre sans apprendre ne suffit plus, ben, ils ne savent pas faire parce qu'ils n'ont jamais appris. Donc vous avez des jeunes au lycée, en classe préparatoire, à l'université, qui ont toujours réussi parfaitement et qui s'effondrent. Pourquoi ils s'effondrent? Parce qu'ils rencontrent le premier échec de leur vie auquel ils ne sont pas préparés. Il y a des jeunes qui vous disent « Mais moi je ne sais pas apprendre, monsieur ». Le réflexe ordinaire, c'est de dire « Mais si !» Mais en fait, en réalité, nous, ils ne savent pas apprendre parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à la difficulté. Parce qu'on leur a donné des challenges qui étaient en dessous de leur capacité. Et finalement, le système est responsable, entre guillemets. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, quelqu'un que vous entraînez pas, vous ne pouvez pas lui reprocher de ne pas savoir courir le jour de la course. Hein. Alors, en entreprise, on va avoir des gens qui ne sont pas forcément en fonction de direction, en fait. Parce qu'ils ont appris à se cacher, ou on leur a demandé moins que ce qu'ils pouvaient, ou on les a pas poussés, ou ils se sont coulés mollement dans le moule sans faire de vagues. Et on va avoir des gens qui sont en sous-performance, en procrastination, en sous-réalisation, très nombreux, qui en réalité seraient capables de faire bien plus que ce qu'ils ne font, ne font pas de vagues, ne se font pas remarquer, et utilisent parfois leurs compétences à l'extérieur de l'entreprise, dans d'autres domaines qui les intéressent. Ça, c'est une perte de chance aussi pour notre société. Hein. Si on prend un peu de hauteur et qu'on pense au point de vue sociétal, que ceux qui ont des capacités puissent les réaliser, c'est plutôt profitable à la société entière en réalité. Donc là, il y a aussi un vrai enjeu de détecter ces potentiels et de leur permettre de se réaliser. Mais ils ont besoin de conditions particulières. Ils ont besoin de motivation intrinsèque, que leur job fasse du sens pour eux. Ils ont besoin aussi qu'on fasse sauter un petit peu le cadre statutaire, vous savez. Quand le manager est forcément moins intéressant et ce qu'il dit est moins important que ce que dit le directeur, quand l'employé ne peut pas trouver la solution et que c'est forcément son manager qui la connaît, dans ce genre d'organisation de travail pyramidale où le savoir et la connaissance est censé être en haut et descendre vers le bas, des gens comme ça, s'ils ne sont pas au bon endroit de la pyramide, ils vont se cacher et puis ils ne vont surtout jamais dire ce qu'ils pensent. Donc, ce qui permet à ces profils-là de s'exprimer, c'est plutôt un management assez horizontal, avec des objectifs où il y a de la créativité, où il y a de la possibilité de sortir du cadre, et un espace pour la créativité. Je regarde mon timing, là. C'est pas mal, il est 9h. Je suis pas mal. En entreprise, moi, je suis vraiment attentif à cette question-là. Et pour te rassurer, de toute façon, avec les bouchons d'un côté, bon, même On si va c'est boire un du peu, café c'est ce pas grave. matin, ici, à la station P, on va dire. Effectivement, j'avais pas vu, mais oui. Pour ceux qui n'étaient pas là, mon point de départ, moi, c'est je travaille dans un parti politique, au siège du parti politique. On fait un audit, parce qu'il n'y a pas de travailleurs handicapés, et qu'on paye tous les ans la contribution pour l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Puis en réalité, l'audit dit que les 6% de travailleurs handicapés, ils sont déjà là, et qui se cachent. Alors de mon point de vue, comme c'est le siège d'un parti politique, que tout le monde a fait des études plutôt prestigieuses, que les gens ont des parcours assez... c'est des profils, grandes écoles, Sciences Po, HEC, tout le tintouin. Hein. Ces gens-là, je pense qu'il y en avait plusieurs. Je pense que parmi les 6%, il y avait des gens qui avaient un trouble du spectre autistique.
avec des bonnes capacités intellectuelles. Des profils à la Julie Dachez, là, la différence invisible dont je vous parlais. Il y avait des profils de gens qui devaient certainement être en inconfort dans leur travail, en très grand inconfort, mais qui, pour des raisons de stratégie de carrière, ne disaient surtout pas leurs différences et n'allaient surtout pas faire une demande de reconnaissance de travailleurs handicapés. Et pourtant, je suis sûr que certains auraient été plus performants dans un bureau fermé que dans un open space. Certains auraient été plus performants avec, je sais pas moi, 4 jours de télétravail plutôt que 3, que 1, pardon, dans la semaine. Certains auraient été plus performants avec un poste de travail adapté. Mais c'est déjà là, il se cache parce qu'il y a une représentation du handicap déficitaire dans notre pays. Il y a le normal et il y a le handicapé. Et vous l'avez vu, en fait, entre normal et handicapé, il y a une infinité de degrés. Et pour moi, déjà là, c'est un vrai sujet, parce que ce sont des collaborateurs qui sous-performent parce qu'ils sont dans un environnement qui n'est pas adapté pour eux. Donc, il y a aussi un travail à faire sur l'autocensure individuelle et la dissimulation. Pourquoi quelqu'un serait obligé de cacher sa difficulté, c'est un problème. Alors, il y a sans doute de l'ego, vous avez raison. Il y a aussi sans doute un regard sur la différence collectif qu'il faut faire évoluer. Il y a sans doute aussi cette question de l'alternative entre le normal et le pathologique, qui à mon sens est une fausse alternative, j'espère avoir réussi à le démontrer. La question de la sous-performance, elle est, pour moi, elle est majeure dans les entreprises, et ça ne concerne pas que ces gens-là. Ça concerne beaucoup d'autres gens. Il y a beaucoup de gens en entreprise qui ne donnent pas le maximum de ce qu'ils pourraient donner. Soit pour des raisons d'inadéquation, soit pour des raisons de... Parce qu'on se trompe sur les motivations aussi. Fonctionne beaucoup à la motivation extrinsèque. Vous savez, la motivation extrinsèque, c'est la carotte et le bâton. Ça fonctionne pour une partie de la population, mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Et pourquoi on donnerait tout à l'entreprise? On peut garder un peu pour le reste aussi. La performance, on n'a pas besoin de tout donner à l'entreprise. Alors, je vais peut-être changer de mot. Pour moi, c'est la qualité au sens large. C'est-à-dire que la qualité de vie, effectivement, on peut donner dans la vie associative, dans la vie familiale, à l'extérieur, pour la communauté. Mais il y a un défaut, vous voyez bien, dans ces inadéquations, dans ces postures d'inconfort, il y a un défaut de qualité de vie pour les personnes, et puis finalement, il y a aussi une perte de chance pour l'entreprise, la société, l'école, le monde associatif. Il y a des gens qui sont en inconfort tous les jours. Elle est déjà là, ils se cachent, ils sous-performent, ils sont peut-être en souffrance. L'exemple de Julie Dachez qui fait un parcours académique ordinaire, de réussite dans un grand groupe, et qui explose en vol et qui fait un burn-out, il est finalement assez courant. Parmi les personnalités qui font des burn-out, vous savez, tout le monde ne fait pas de burn-out. Il y a des profils spécifiques pour faire un burn-out. Il y a des gens qui sont plus susceptibles de faire des burn-out que d'autres. Ces profils-là, par exemple, ils sont beaucoup plus susceptibles de faire des burn-out que les autres. Et en général, quelqu'un qui fait un burn-out, il y a d'autres problématiques qui sont liées. C'est un environnement dysfonctionnel de travail, mais c'est aussi des problématiques individuelles. Je ne veux pas dire que c'est leur faute, hein, mais c'est la rencontre entre un terrain personnel et un environnement, un burn-out. Ça, c'est un problème de société, ça coûte très cher à la société. Très très cher. Pas seulement sur le plan monétaire, hein, sur le plan large. Hein. Ça coûte très cher. Des enfants dont les parents font des burn-out, c'est un vrai problème dans le développement. C'est un vrai problème. C'est aussi un problème éthique. Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui ont des politiques RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Et je pense que souvent, elles pensent cette politique RSE comme quelque chose qu'elles font vers l'extérieur. Vous savez, on va faire une action à destination des personnes handicapées. Moi, j'ai un exemple que j'aime bien évoquer. Quand j'étais prof dans une classe Ulysse avec des élèves qui avaient des troubles cognitifs qui étaient handicapés mentaux. Et dans mon école, il y a eu un spectacle de théâtre. Les bénéfices du spectacle de théâtre devaient être reversés à un jeune garçon handicapé, en fauteuil roulant. Et moi, j'ai monté une petite pièce avec mes élèves porteurs de troubles cognitifs et de handicap. Et en fait, les enseignants qui avaient organisé le spectacle de théâtre
ont tout fait pour empêcher les élèves handicapés de monter sur scène. On a finalement réussi à les faire monter sur scène et ils ont très bien réussi leur spectacle. Mais, ah mais tu te rends pas compte, tous les autres vont se moquer d'eux, ah mais tu les mets en danger, tu les mets en difficulté, ah mais c'est terrible, on va se moquer d'eux, pourquoi vous les mettez en danger? En fait, ça s'est très bien passé, les élèves, ils ont été heureux, ils ont été en succès, ils ont été en réussite. Et quand le spectacle s'est fini, le jeune homme en fauteuil roulant est monté sur la scène et tout le monde l'a applaudi, et c'était très émouvant et très touchant. Et je prends cet exemple-là pour dire qu'il faut se méfier de ne pas avoir une politique de RSE qui soit ça, en fait, en réalité. C'est-à-dire que on se donne bonne conscience en aidant des gens qui sont à l'extérieur. On ne veut surtout pas qu'ils rentrent. Et ceux qui sont à l'intérieur, ben, on les accepte, on les tolère, mais ils ne sont pas comme nous, quoi. Alors aussi, bon, voilà, il y a des gens qui vivent derrière un masque, qui n'expriment pas leurs besoins, qui n'expriment pas leur plein potentiel, qui sont empêchés. Ça crée du stress, de l'anxiété, de la souffrance. Vous avez sans doute vu les baromètres qui sont sortis là sur la santé mentale des Français. La santé psychique de nos concitoyens, depuis les confinements, elle est très dégradée. Et c'est le cas pour la population générale. Mais dès que vous avez un petit problème supplémentaire, bah, si vous voulez, le vase, il est déjà rempli. Donc ces gens-là, tous ceux dont on a parlé, ils sont susceptibles de vivre beaucoup plus mal ce qui pèse à la population globale. Donc dans les statistiques de la santé mentale des Français sur les dépressions, la prise d'anxiolytiques, vous avez vu, il y a un rapport qui est sorti la semaine dernière qui a suscité beaucoup de commentaires. Donc il y a une explosion de la prise de psychotropes, d'antidépresseurs, de consultations. Moi, je suis persuadé que parmi la population de gens qui vont voir leur généraliste pour parler de leurs difficultés, il y en a beaucoup qui ont ça et qui ne le savent pas. Parce que c'est une réalité très française, c'est que les gens qui ont des troubles neurodéveloppementaux, en fait, il y a une minorité de ces gens-là qui ont des diagnostics et qui le savent. Pourquoi? Parce qu'on a des outils interprétatifs qui sont erronés. Je vous parlais tout à l'heure de c'est un problème de sa relation au père, à la mère. On a encore un prisme psychanalytique très fort sur la perception de ces problématiques-là. Ce qui fait que finalement, dans l'inconscient des enseignants, des accompagnants, mais même parfois des soignants, c'est pas reconnu comme des troubles neurodéveloppementaux, donc c'est pas pris en charge. Ensuite, il y a une méconnaissance qui fait que finalement, il y a des gens qui sont dans des difficultés qu'ils ignorent, que leur environnement ignore, que personne ne nomme et que personne ne remarque. Et tout ça, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Et des problèmes dont on n'attribue pas toujours les causes justes, auxquelles on n'attribue pas toujours les causes justes. Et des problèmes aussi qui pourraient être levés assez simplement, pour certains d'entre eux. Puis souvent, moi j'ai remarqué ça en tant qu'enseignant spécialisé, quand on a un diagnostic pour un jeune, quand on lui explique son fonctionnement, on le prend, on lui dit, tu n'arrives pas à faire l'exercice pour cette raison-là. Assieds-toi, fais l'exercice devant moi. Là, tu n'arrives pas à faire ça parce que toi, tu fonctionnes comme ça, tu fais différemment. Là, tu n'arrives pas, regarde, tu fais ça comme ça au lieu de faire ça comme ça. Le simple fait d'énoncer, de donner une explication, d'expliciter, ça lève deux problèmes. Le premier, c'est l'estime de soi. Le jeune arrête de se dire qu'il est bête, qu'il est nul, que ça ne sert à rien qu'il essaye parce qu'il n'arrivera pas. Vous savez que dans les tests PISA, les tests scolaires où on compare les performances scolaires des jeunes, les Français sont ceux qui répondent le moins, ou plutôt ceux qui ont le taux de non-réponse au questionnaire le plus élevé. C'est-à-dire que dans les autres pays, on répond à côté. En France, il y a une part très importante des jeunes qui, dans ces tests internationaux, préfèrent ne pas répondre que de se tromper. Donc on a quand même un vrai problème de rapport à l'échec, à l'erreur, donc à l'estime de soi, des jeunes, mais après des futurs travailleurs. Et puis aussi, ils ont, je vous disais, deux moyens très simples d'améliorer la situation des jeunes qui ont des troubles neurodéveloppementaux. Expliquer leur dysfonctionnement, mettre une étiquette, pour eux en tout cas. Ça soulage au niveau de l'estime de soi, je ne suis plus un idiot. Et deuxième point, en expliquant, toi, les individus moyens ordinaires, ils font comme ça, toi tu fais comme ça. En fait, ils construisent des stratégies de contournement. Alors, l'intérêt aussi pour la société, pour l'entreprise, c'est que les profils divergents, ils sont très utiles quand on est dans la créativité, l'innovation et la performance. Je vais prendre deux sites.
situation par situation. Personne qui a un trouble de l'attention avec hyperactivité. Elle est impulsive. Donc dans un brainstorming, elle va dire tout ce qui lui vient par l'esprit. Elle ne va pas s'autocensurer. Les gens qui ont un TDA, ils sont très impulsifs. Ils coupent la parole, ils disent ce qui leur vient à l'esprit tout de suite. Vous faites un brainstorming dans une société, il y a plein de gens qui ne vont pas oser donner leurs bonnes idées parce qu'ils ont peur qu'elles soient jugées idiotes. Parce qu'ils vont s'autocensurer. Eux, ils ne s'autocensurent pas, ils vont dire de manière impulsive ce qui leur vient à l'esprit. Et ils ont une autre chance, les gens qui ont un TDA, pour la créativité. Je vous ai parlé tout à l'heure d'inhibition. Ils vont entendre 3 conversations en même temps. Dans leur tête, en fait, il va y avoir des collisions en permanence. Parce qu'ils vont avoir du mal à focuser sur un objet. Il y aura toujours plein d'objets qui vont se mélanger. En fait, ça, c'est le processus de la créativité. Le processus de la créativité, souvent, c'est quand on fait se rencontrer 2 choses qui ne devraient pas se rencontrer et qu'on en fabrique une 3e. Les gens qui ont un TDA, il y en a beaucoup parmi des profils très créatifs. Alors, je n'ai pas cité de nom, mais tout à l'heure, je parlais d'Elon Musk. Le milliardaire Richard Branson, par exemple, c'est un type qui a un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, qui en est fier, qui en parle. Lui, alors, c'est l'exemple d'un créatif génial, quoi. Et il parle de son trouble de l'attention de manière publique, explicite, et c'est assez marqué. Il y a beaucoup de TDAH chez les artistes. Beaucoup. Trouble du spectre de l'autisme. C'est des gens qui vont être très attachés aux détails, qui vont avoir une lecture très fine de l'objet, qui vont beaucoup moins s'intéresser aux interactions sociales entre les individus qu'à l'objet précis de leur travail. C'est des gens qui vont avoir des intérêts spécifiques. Ils vont être passionnés par un sujet qu'ils vont connaître sur le bout des doigts, de A à Z. Ça, dans une entreprise, ça peut être précieux. Ça peut être très précieux. Dans un groupe. Remède au biais de conformisme, on va en parler tout à l'heure. Les gens qui pensent en dehors de la boîte. Steve Jobs, un autre qui était dyslexique, lui aussi. Il disait think different. Très souvent, effectivement, le fait de penser en dehors du cadre, c'est un moyen d'accéder à la créativité. Et donc, dans une équipe, pour l'innovation et pour la performance, c'est utile. Ces profils-là peuvent être très utiles. Alors, la dissonance, elle est utile quand on pense différemment, on a une pensée divergente, donc on vient interroger les biais de conformisme, les a priori, les choses qui ne sont jamais interrogées. Et c'est souvent, en fait, dans les choses qui ne sont jamais interrogées, de l'interrogation des évidences que naissent les grandes créations. Alors, vision macro, les HPI ou les troubles du spectre autistique, ils vont avoir une vision globale des problèmes. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas attaquer par sujet après sujet en construisant un ensemble plus large ensuite, ils vont d'abord avoir une vision macro globale. Et donc, ils vont avoir une perception souvent des enjeux qui va être assez prédictive. C'est-à-dire qu'ils vont systématiser. Là, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Alors on va dire, oh, c'est de l'intuition. Non, c'est pas de l'intuition. C'est de la pensée macro. C'est de la pensée globale. Et ça, quand on identifie des gens comme ça et qu'on les met dans des postes transverses, où, je sais pas, on accompagne par exemple un changement de modèle entrepreneurial, on accompagne des transitions importantes, c'est précieux d'avoir des profils comme ça. Je disais, la créativité, il y a plusieurs processus de créativité, mais souvent la créativité, c'est la collision entre 2 choses qui ne devaient pas se rencontrer, qui ont créé une 3e, ou c'est aussi parfois le conflit comprimé. Je sais pas, le vaccin, par exemple, c'est l'exemple même d'un conflit comprimé. C'est quoi un vaccin? C'est l'inoculation du virus en petite dose. Il faut être drôlement créatif pour imaginer que d'inoculer le virus à quelqu'un, ça va le protéger du virus. Ça, on a comprimé un conflit, c'est-à-dire, logiquement, être inoculé par le virus, c'est l'attraper, donc c'était risqué d'en souffrir, d'en mourir, que sais-je. La personne qui a inventé ça, l'idée que inoculer une petite partie du virus permettait de s'en protéger, ça c'est de la créativité, c'est le conflit comprimé. Donc ça nécessite quand même des gens qui ont l'habitude d'une pensée divergente et de ne pas penser comme la norme. Je continue. Alors, supériorité des motivations intrinsèques, oui. Souvent, les TDA, ils vont avoir besoin de motivation intrinsèque pour maintenir leur attention. S'ils n'ont que la carotte et le bâton, ça ne va pas marcher. Les HPI, pour leur intérêt, pour ne pas s'ennuyer, pour ne pas passer à autre chose, pour ne pas s'en aller, ils vont avoir besoin d'une motivation intrinsèque.
Et en réalité, quand on étudie la performance, et ça c'est quelque chose de bien connu, on se rend compte que les gens qui fonctionnent par la motivation intrinsèque, c'est-à-dire l'intérêt pour ce qu'ils font et l'envie de le faire bien, sont plus performants que les gens qui fonctionnent par la motivation extrinsèque, c'est-à-dire le modèle punition-récompense. Et ces personnes-là, TDA, HPI, TSA, ils ont une occurrence de motivation intrinsèque plus forte que la population générale. Mais pour ça, il faut que le travail qu'on leur propose ait du sens. Ça, c'est une nécessité aussi. Très intéressant cette expérience. Le biais de conformisme, c'est quelque chose dont on souffre tous. Il y a des expériences qui sont dramatiques dans l'histoire industrielle. La navette Challenger, par exemple, qui a explosé lors de son décollage en 83. Et les 7 astronautes qui étaient à l'intérieur, ils sont morts à cause de ce biais de conformisme. C'est-à-dire que la NASA avait une organisation managériale qui était pyramidale et descendante. Et en réalité, les ingénieurs, ils savaient qu'il y avait un problème de porosité sur des joints. Ça avait déjà été vu. C'était connu. Et il y avait aussi un problème quand il y avait des températures étranges. Le jour prévu du décollage de la fusée, il y a eu moins 5 degrés sur Cap Canaveral. Situation climatique exceptionnelle, rare, inouïe. Mais les dirigeants de la NASA, ils ont quand même lancé leur fusée parce qu'ils avaient dit à leur autorité politique qu'elle décollait ce jour-là. Elle n'aurait jamais dû décoller ce jour-là. Pourquoi est-ce qu'elle a décollé quand même? C'est parce que le top management était était composé plus de politiques que d'ingénieurs. Et personne n'a levé la main pour dire stop. Pourquoi? À cause du biais de conformisme. Vous avez vu ces petites barres là? Quand on demande à quelqu'un individuellement, est-ce que la 1, la 2 ou la 3 ressemble à la A? Laquelle est la même que la A? Quand on le fait individuellement, il y a 0% d'erreur. En psychologie comportementale, vous faites la même expérience et vous mettez une personne dans un groupe où tout le monde dit c'est la 3. 40% des gens vont dire que c'est la 3 qui ressemble à la A quand ils sont mis dans un environnement où on a forcé les autres à dire que c'était la 3 autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils vont préférer... Alors on ne sait pas bien d'ailleurs si à la fin ils voient la 3 comme équivalente à la A, parce que tout le monde a dit que c'était la 3, ou s'ils le font sciemment pour ne pas dissonner par rapport au groupe. Donc tu aurais 40% de la population qui sont des moutons. Qui préfèrent la cohésion sociale du groupe plutôt que la vérité rationnelle. Par exemple, vous avez 0% d'autistes qui diront que c'est la 3, même si tout le monde autour dit que c'est la 3. 0%. Donc ces profils-là, c'est quand même intéressant pour parer au biais de conformisme. Le biais de conformisme, il est fort dans nos institutions. Vous savez, moi je suis cadre dans l'industrie, j'avais une discussion hier avec mon manager, notamment sur la question des véhicules électriques et la résistance dans l'entreprise aux véhicules électriques. C'est très étonnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs qui encouragent. Les usages des collaborateurs qui ont des véhicules de fonction correspondent tout à fait avec l'usage d'un véhicule électrique. Et pourtant, il y a à la fois des managers, des chefs d'agence ou des directeurs qui ne veulent pas passer au véhicule électrique parce qu'on leur a dit à un moment, moi je ne veux pas de véhicule électrique dans leurs équipes. Parce qu'il y a un biais de conformisme, il y a une inertie psychologique. Les gens se disent, ah oui, mais si jamais j'ai besoin de faire 700 km dans ma journée avec ma voiture, c'est pas bien une électrique. Sauf qu'ils font jamais 700 km dans la journée avec leur voiture. Jamais. Et on a besoin quand même dans toutes les structures aujourd'hui de bousculer ce conformisme, ces habitudes, ces inerties. Vous voyez bien qu'on est dans un monde qui est en mouvement perpétuel et que souvent les mouvements psychologiques, ils sont plus lents que les mouvements technologiques, économiques, politiques, sociologiques, que sais-je. Et c'est utile d'avoir des profils un peu dissonants. Alors la posture managériale, il faut avec ces profils-là ne pas être pyramidal et descendant, ne pas récompenser de manière extrinsèque, penser aux motivations intrinsèques des collaborateurs. Il faut lever les obstacles. Pour moi, des gens qui ont un trouble du spectre autistique, ils ne devraient pas passer d'entretien d'embauche. Ils devraient trouver un moyen différent pour les inclure. Pour moi, ils devraient être accompagnés aussi, s'il y a besoin de rencontrer. Il devrait y avoir une tierce personne qui
qui leur sert de go-between, entre guillemets, entre l'entreprise et eux. Mais pas sur un traitement social. Ça existe aujourd'hui avec Cap Emploi, par exemple. Mais les gens, ils vont être qualifiés d'handicapés, ils vont être pris pour des gens déficients ou déficitaires, s'ils sont accompagnés par Cap Emploi. Un développeur informatique, aujourd'hui porteur d'un trouble du spectre autistique, il aurait peut-être besoin plutôt d'un recruteur plutôt que d'un travailleur social pour l'accompagner vers une société informatique. Lever les obstacles, c'est aussi lever les obstacles dans l'environnement psychologique des collaborateurs. L'intégration, vous savez ce que c'est? L'intégration, c'est on dit aux jeunes porteurs d'un trouble du spectre autistique, on va te former pour l'entretien d'embauche, comme ça tu arriveras à faire un entretien d'embauche. C'est-à-dire qu'on va faire porter sur lui l'adaptation de sa différence à l'environnement de travail. L'inclusion, si on va l'aider, et puis on va du côté de l'entreprise dire, lui il a un trouble du spectre autistique, on ne va pas faire un entretien d'embauche formel, parce que c'est pas possible pour nous. Ça, c'est l'inclusion. Vous voyez la différence entre adaptation et inclusion? L'inclusion, c'est que tout l'environnement va porter l'accueil de cette personne-là. L'intégration, ça va faire porter sur l'individu le poids de sa différence. Et en conclusion, je dirais, recette, non, malheureusement, j'ai pas de recette. J'espère que j'ai pas été trop conceptuel. C'est peut-être pas assez concret ce que j'ai dit. Mais ce que je veux exprimer par là, c'est qu'en fait, on est obligé de faire du cas par cas. On est obligé de faire du sur-mesure. Et c'est un vrai défi. Et à mon avis, si on revient au point de départ et à la question des gens qui sont déjà là et en souffrance, ou à la question des gens qui ne sont pas en emploi, parce qu'ils ont des obstacles liés à leurs différences cognitives, à franchir ou à surmonter, je crois qu'on a des pistes pour améliorer la performance et aller recruter des gens qui ne sont pas dans l'emploi aujourd'hui. Enfin, ça c'est du philosophique, je pense que l'inclusion elle est profitable à tous parce que tous, je pense, on diffère un petit peu de cette norme qui est une moyenne statistique. Que chacun pourra exprimer sa différence plus aisément si on accueille des gens qui ont des différences cognitives. Tout le monde porte des différences dans sa vie, soit dans sa vie familiale, professionnelle, que sais-je encore. Enfin, je pense qu'on gagne tous à améliorer notre communication. Personnes porteuses de troubles du spectre autistique, par exemple, elles mettent en évidence les implicites. Comme elles ne les comprennent pas, eh bien, elles permettent à l'organisation de s'apercevoir qu'elle n'explicite pas toujours ses objectifs, ses pratiques. Il y a beaucoup de sous-entendus qui ne sont jamais explicités dans l'entreprise. Dans la mienne, il y en a plein, et dans toutes les organisations que j'ai connues, il y en avait beaucoup. C'est important, je crois, de mettre en mots, d'avoir un langage clair, et d'expliciter nos objectifs communs. Et c'est profitable à tout le monde, ça, en fait. Quand on lève les obstacles, il y a des gens qui sont extrêmement performants. Par contre, si on leur demande de pédaler sans selle et en costume, ils n'arriveront pas à pédaler vite. Les obstacles, on en a parlé de quelques-uns. Ça peut être l'espace de travail. Là, c'est du sur-mesure. Ça peut être la question de l'entretien d'embauche. Ça peut être le regard des collaborateurs et des collègues. Parfois, il faut faire une réunion de sensibilisation avec les collègues. Vous allez avoir un nouveau collègue qui arrive. Ne le prenez pas pour vous. S'il s'exprime de manière étrange, s'il ne dit pas bonjour le matin, s'il interagit de manière particulière avec vous. Et voilà ce que je vous disais, passer de l'intégration à l'inclusion, c'est un long chemin collectif. Voilà, il faut faire du sur-mesure, on pourrait faire intervenir des tiers, c'est ce que j'ai dit, pour aider les personnes à entrer dans l'entreprise. Il faut modifier la vision de la différence neurologique dans notre société. Pourquoi les gens qui ont des troubles le cachent? Parce qu'ils savent que s'ils le disent, on va les croire débiles, quoi, en fait. Et ça, c'est un problème d'ignorance, d'a priori. Ça change beaucoup. Je remarque ces dernières semaines, voire ces derniers mois, qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la parole. La chanteuse Louane a parlé de son trouble de l'attention et des difficultés qu'elle avait. Le médecin et présentateur Michel Simès, il a parlé de son trouble de l'attention et des difficultés qu'il avait. L'écrivain Pierre Lemaître, lauréat du prix Goncourt, a parlé de son trouble des apprentissages, de sa dysorthographie. Il y a quand même le Goncourt, ce qui est pas mal, hein. Et des difficultés qu'il avait eues de son parcours scolaire catastrophique qui se met d'embûches.
Et en réalité, bon, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui prennent la parole et c'est bien. Parce que pour un Elon Musk, un Michael Jordan, un Steve Jobs, il y en a plein d'autres, un Richard Branson ou d'autres qui réussissent. Il y en a plein qui ne vont pas réussir, qui vont se dire qu'ils sont nuls et qui ne vont pas oser en fait. Moi j'ai fini, un petit espace de bibliographie. Et puis je suis ouvert à vos questions. J'ai un peu débordé, hein. Bon, 9h26, on a dit jusqu'à 9h08 et nickel. Plus que 4 minutes pour les 4 minutes de questions. Ce qui est plus particulièrement dans mon sujet, c'est Steve Silberman de Retribu. C'est un livre génial. C'est quelqu'un qui a travaillé sur l'autisme au début des années 2000 et qui a retourné complètement la perspective. Qui a placé le terrain non plus sur le plan médical, mais sur le plan culturel. Je pense que c'est vraiment profitable. Pourquoi les managers bretons ont autant de mal à innover, à sortir des cadres, et pourquoi ce sont autant des suiveurs? Alors qu'on a une tradition historique de créateurs, d'inventeurs, de génies, et là on est en train de faire du management à la petite semaine qui fait énormément de mal aux salariés et à l'encadrement et qui met des centaines de milliers de gens en souffrance. Parce que la promotion des managers, à mon avis, enfin, c'est un point de vue perso. Les gens qui sont choisis pour être des managers sont choisis sur des mauvaises raisons. Ouais. Ce sont des techniciens ou des cadres qui réussissent dans leur fonction. Dans leurs objectifs financiers. Dans leurs objectifs souvent chiffrés. Et qu'on promeut à des fonctions managériales qui sont des fonctions qui nécessitent de la vision, de la psychologie et de la capacité à sortir du cadre. Et très souvent, les profils qui sont promus managers, parce qu'on promeut des gens comme managers, ne sont pas promus pour ces qualités-là. C'est mon point de vue. Hein. Je sais pas C'est-à-dire si qu'il y a un déficit au niveau des RH, au niveau de la direction de la boîte. Non, au niveau de la direction de la boîte pour repérer des gens qui ont le profil pour être manager. Déjà, est-ce que la définition de ce qu'est un manager est la bonne? Enfin, je ne sais pas ce que c'est qu'un être manager. Pas toujours, sans doute. Non. Ouais, et puis, est-ce qu'elle est partagée? Et est-ce que ce qu'on recherche, c'est des gens qui projettent une vision ou c'est des gens qui atteignent leurs objectifs? La réponse est donnée c'est le pognon. Hein. Ouais, je voudrais intervenir quand même en tant que ancien président du MEDEF Finistère pendant 6 ans. Ouais. Je me suis aperçu quand même que les chefs d'entreprise bretons et finistériens en plus, il y en a quand même beaucoup qui travaillent non pas pour le pognon mais pour un territoire et pour leur entreprise. Et quand on voit globalement, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre ça au niveau Bretagne, parce que quand je vois le nombre d'entreprises qui ont démarré en Bretagne et qui aujourd'hui sont nationales et internationales et qui apportent de l'emploi en Bretagne, et d'autant plus en Finistère, parce que plus on va loin de la Bretagne, plus on s'aperçoit que les Finistériens et les chefs d'entreprise depuis 50 ans et plus, s'ils ne le font pas eux-mêmes, ils savent très bien que ce n'est pas ni les Français qui le feront. Et quand on voit des entreprises comme la Sika, Gourvenec, qui ont développé des choses comme les Leclerc, comme les B&B, comme les voitures Ada, il y en a des dizaines qui ont démarré en Finistère. C'est pas juste un hasard, et ils ont su ou pas su trouver les bons RH à un moment donné. Ça, nul chef d'entreprise, nul manager n'est parfait à 100%, mais on s'aperçoit en tous les cas que les entreprises finistériennes et bretonnes qui ont démarré, il y a beaucoup d'autres françaises qui jalousent les entreprises qui ont démarré en Finistère, comme les entreprises qui ont démarré en Vendée, des territoires un petit peu en reclus, et qui fait que ces territoires-là ont besoin de se diversifier et d'agir différemment. Et je pense que beaucoup de ces entrepreneurs-là, effectivement, sont HPI et autres quand on les voit fonctionner. Après, nul n'est parfait, hein, mais je pense que sans ces entrepreneurs-là, le Finistère et la Bretagne ne seraient pas ce qu'elle est. Je suis d'accord avec toi, Stéphane, mais je pense que tu amalgames manager et fondateur, entrepreneur, chef d'entreprise. Et je pense que les chefs d'entreprise, entrepreneurs, fondateurs, sont des aventuriers. Et il y a des gens comme ça là-dedans, beaucoup. Par contre, en deuxième ou en troisième rang, le management intermédiaire
Et surtout, quand ça s'institutionnalise, c'est plus les mêmes profils. Tu vois? Quand... Pas les têtes de pont, Ok, ouais. tu vois? C'est les officiers, non pas supérieurs, mais Donc la bonne question par rapport au C'est manager. opérationnel. ceux qui sont entre les deux. Ou ceux qui sont aussi peut-être dans une institutionnalisation de ces boîtes qui ont été fondées. Qui souffrent Oui, aussi, Catherine. hein, qui souffrent aussi. Mais oui, Parce qu'ils sont un peu la tranche de steak dans le burger, hein, parce qu'ils ont la pression de leur management et ils ont aussi la pression des collaborateurs. Et il y a beaucoup qui sont en grande souffrance aussi. Je pense que en fait, La fonction globalement, RH c'est une Ouais, fonction ouais. très difficile. hein. exactement. La Et je pense fonction que- RH n'est pas reconnue pour accompagner les dirigeants actuellement. Et je pense qu'il y a un grand On ne malaise donne sur pas le la main. travail en lui-même. Pour développer l'interne, le vivier de l'entreprise. Mais ce qu'on C'est voit, ça qui est difficile, hein. juste avec cet exemple et tous les exemples que je vous ai donnés, c'est que quand on réfléchit à certaines solutions, on a du mal à réfléchir en interne sur soi-même. Ouais. Quand on parle de handicap, c'est à l'extérieur. Comment on va faire pour faire venir des travailleurs handicapés? Ou c'est de la RSE, on va aider, je sais pas moi, telle association qui s'occupe des handicapés dans le département. On va rarement se regarder dans le miroir et se dire, et nous, on est comment chez nous là? Ça vaut pour les fonctions managériales. Ça vaut pour la manière dont... J'ai une intervention à faire pour les managers. La question de leur formation se pose quand même. Et là, c'est intéressant de voir avec tout ce qui se passe là sur les questions de santé mentale en entreprise. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais là maintenant, on a des systèmes de premiers soins en santé mentale qui sont en train de se mettre en place avec des formations spécifiques sur comment apporter les premiers soins dans le domaine. Et ça, c'est récent, ça se développe là depuis quelques mois. Sur le Finistère, on a 2 personnes qui sont agréées par l'organisme national qui s'occupe de ça. Je pense que déjà là, on voit bien que par l'intervention, ça concourt déjà à informer, à prendre un niveau d'info sur voilà, ce que c'est, comment fonctionnent ces gens. Mais voilà, sur la question de la santé mentale en entreprise, c'est devenu un sujet incontournable, on le voit bien. Je pense qu'on aura tous à gagner à aller se former sur ces sujets-là et former les collaborateurs, managers, moi, il me semble, en priorité, et puis plus largement les collaborateurs, quoi. Ça devient un sujet qui concerne tout le monde. Je pense que la pandémie, elle nous a, parmi les impacts positifs qu'on peut donner de cette pandémie-là, ce qu'elle nous a fait comprendre une chose, c'est que la santé mentale, finalement, ça ne concernait pas que les fous ou que les gens qu'on pouvait mettre à l'extérieur de la société. Que tous les gens qui ont eu des adolescents qui étaient enfermés pendant quelques mois chez eux ont compris qu'en fait, la santé mentale, c'est fragile, qu'il y a des âges critiques, que ça se développe au quotidien, que ça s'entretient aussi, la santé mentale. Quand on n'a pas de vie sociale et qu'on est enfermé, on est tous susceptibles d'avoir des problèmes de santé mentale. Et je pense que ça, j'espère que ce sera un apport en fait de cette période-là. Et qu'on va tous se rendre compte qu'on est confronté à des problèmes de santé mentale, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et quand on est dans un groupe d'humains, on est nécessairement confronté à des problèmes de santé mentale. Les Bretons sont violemment confrontés à la santé mentale. Oui. Depuis 30 ans, les jeunes Bretons de 18-35 ans, on est la région française qui se suicide le plus. Oui. Depuis 30 ans, pas Oui. depuis 3 ans. Non. Or, est-ce que vous voyez des politiques publiques fortes en Bretagne où on parle de ça de manière sérieuse et où on a un plan d'action de manière sérieuse? Non. Voilà. Donc ça veut dire que nous, Bretons, nous choisissons de laisser faire les choses. Et nous sommes en incapacité de réagir face à ce constat terrible. Ouais. C'est pas les accidents de la route pour les 15-35 ans, c'est les suicides. La D'accord. principale cause de mortalité en Bretagne. Oui. Sauf qu'on n'en parle pas, puis on dit, oh bah, si on parle de ça, ben on va attraper le virus, c'est contagieux. Mais Oui, c'est voilà. ça. Le Québec avait une situation sensiblement identique à celle de la Bretagne il y a quelques décennies. Tout à fait. Et ils ont mis en œuvre des politiques volontaires. Je vais vous parler beaucoup du Canada, hein, si on rentre sur mes sujets. Moi, je regarde toujours au Canada, que ce soit l'enseignement spécialisé, la prise en compte de la santé mentale, sur ces questions-là, ils ont une avance incroyable sur nous et une prise en compte de ces questions. Ben, je sais pas, moi je pense que les causes, elles sont multiples dans ce genre de situation. Et les causes, il y a 50 enquêtes, c'est plus les causes aujourd'hui qui sont importantes, c'est les actions, c'est un plan d'action.
Et c'est comment les politiques et les citoyens se saisissent de ça. Et s'il n'y a pas je vais dire, une énergie collective, il n'y aura rien. Moi, je pense qu'il y a un travail à faire de granularité déjà dès l'école sur les publics spécifiques. Vraiment, où il faut aller chercher les publics spécifiques. Parce que tout ce que je vous dis là, tous les profils que j'ai cités, troubles de l'attention, c'est 5% chez les enfants, 2,5% chez les adultes. C'est peut-être même davantage chez les adultes. Parce que on n'en repère pas en fait en France. On en repère à peine 0,5. Et vous allez avoir des gens, si on se met à les déceler, qui vont vous dire « Oh là là, c'est de la sorcellerie, on veut donner des médicaments. » Vous allez avoir des résistances. Mais en réalité, notre idéologie parfois de la norme, elle s'oppose des meilleures intentions. C'est-à-dire que souvent, au titre de l'égalité, on fait de la norme. Et on refuse des adaptations aux gens qui diffèrent par rapport à la norme. Je peux vous dire, moi, en tant qu'enseignant spécialisé, dans mon parcours passé, ce que j'ai remarqué, ce qui mettait le plus en danger le discours d'égalité, c'était les élèves handicapés. Je vous parle de cet exemple du théâtre, là, mais c'est symptomatique. C'est comme ça tout le temps. Quand vous essayez de faire rentrer un élève handicapé dans une classe ordinaire, vous avez toujours des gens armés de bons sentiments et de bonnes intentions qui vous disent « Ah non, non, il ne faut surtout pas qu'il rentre pour son bien ». Mais en réalité, c'est pour leur bien à eux, pour continuer à maintenir la fiction de la notation égalitaire, la fiction du classement égalitaire. Toutes ces fictions-là qui font tenir les édifices. Je ne pense pas que le monde de l'entreprise soit exonéré de toutes ces questions-là non plus. Mais je vous suis tout à fait. Il y a des choses à faire en Bretagne spécifiquement sur la santé mentale. Et là, je n'ai pas parlé de pathologie psychiatrique. Hein. Je n'ai pas parlé de... Ça pourrait être une autre entrée et on pourrait faire un développement aussi important sur les pathologies psychiatriques en entreprise. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont des pathologies psychiatriques qui se cachent en entreprise. Hein. Ils sont nombreux. On s'arrête là. Merci à tous.